Alors, mon livre s'intitule Jésus bête, écrit par Fred Bernard, illustré par Fred Roca. Jésus bête, c'est un homme tronc. Durant toute sa vie, il ne lui arrive que des malheurs. Un jour, il apprend qu'un cirque recrute. Il se présente et est embauché. Dans ce cirque, il se fait un nouvel ami, Pollux, homme tronc lui aussi, sauf que lui a des bras. Dans ce cirque, les gens sont maltraités. Heureusement, Pollux apprend qu'un cirque plus humain recrute. Alors pour la première fois, Jésus bête rencontre une trapéziste, Sumakatra. Il tombe amoureux d'elle. Il faut qu'il la voie. Le soir même, Pollux accepte de me déposer au pied de la roulotte de Sumakatra et par description s'éclipse aussitôt. Ma voix s'élève doucement, haute et claire dans la nuit étoilée. Je chante mon amour. Sumakatra l'entend, l'écoute et vient le cueillir furtivement, comme par magie. Elle m'invite dans sa roulotte. Toute la nuit, je lui chante ma vie, tantôt gaie, souvent triste. Sumakatra tourne autour de moi. C'est la révolution. Le 3 mars au matin, nous savons que nous allons vivre ensemble. Ça ne s'explique pas, maman. Avec ses yeux et ses mains, Sumakatra a su me dire les mots que j'attendais et qu'aucune lèvre n'ont jamais prononcés. Pollux réunit ceux du quartier des monstres et leur expose le problème le 5 mars. Tout le monde est formel. Ni le directeur, ni les trapézistes, ni personne n'acceptera l'inconcevable. Comment la belle Sumakatra, le clou du spectacle, le bijou silencieux du grand cirque, pourrait-elle tomber amoureuse de la voix d'un homme tronc, si belle soit-elle? Les autres le savent bien, on ne mélange pas les normaux et les monstres dans ce cirque. Une fois de plus, Pollux organise la fuite. Néanmoins, il restera parmi les siens. Il a trouvé une famille unie. Suma rassemble ses affaires et les importantes économies tant convoitées. La nuit du 11 au 12 mars 1919, Pollux et le géant organisent une fausse bagarre avec tous leurs amis afin de détourner l'attention du cirque. Depuis ce jour, Sumakatra et Jésus bête vivent heureux, maman. L'histoire s'intitule Le dévoreur d'hommes. L'auteur est Horacio Quiroga. L'histoire prend place sur les contreforts du Bengale, au cœur même du Ramahal. L'histoire raconte la vengeance d'un tigre dévoreur d'hommes contre le cruel Kimberley, celui-ci le maltraitait sous prétexte de le dompter. Mais Raja, tigre dévoreur d'hommes, peut-il recouvrer sa dignité et résister à un seul homme, Lord Aberdal, qui lui aspire noblesse et bonté, qui lui seul se comporte humainement à son égard? Maintenant, je vais vous lire un petit extrait du livre. Mon père était mort et ma mère venait de lacérer le corps de Lord Aberdal. Celui-ci, après l'avoir fusillé, s'était effondré sur le sol. Mais quand j'y plantai les dents, son corps tressaillit et j'en restai figé de surprise. Oui, il était encore vivant. Les 20 poignards que ma mère cachait dans ses 4 pattes n'avaient rien pu contre cette vie toute de jeunesse et d'énergie. Lacéré, déchiré, criblé de blessures, son corps vivait toujours. Son visage, d'une blancheur de marbre, regardait le ciel, et sous ce ciel familier de la forêt, je vis que devant cet héroïque abandon, mon cœur se remplissait à nouveau de la tendresse obscure et fraternelle qui m'avait déjà saisi. Mon père, ma mère, mes frères, ma famille entière massacrée, tout disparaissait face à la beauté et au courage de ce chasseur de 18 ans, le plus haut représentant d'une espèce détestée. Il semblait avoir condensé en lui les vertus capitales de l'espèce humaine, sang-froid, intelligence et beauté, surtout beauté. Mon sang royal palpitait, plein de fraternité devant cet adolescent royal, lui aussi, qui avait fait ce que ma trop grande jeunesse ne me permettait pas encore de faire. Mais je devais, à la forêt, la revanche de ma faiblesse actuelle, et à ce moment-là, je jurai de rappeler à l'espèce ennemie, quand là j'aurais forgé mon courage, que j'étais le fils du dévoreur d'hommes. De sorte qu'en pleine éternité résonna le feulement d'orgueil de mon père, d'orgueil et de souffrance vengée dans la triple blessure de son cœur. Un second tressaillement parcourut le corps du héros. Il allait sûrement mourir. Alors, rempli d'une immense tristesse, je me couchai à côté de lui. Tout m'était égal. Je ne pensais à rien et ne pouvais rien faire. Je touchai, sans le vouloir, l'une de ses mains lacérée et la sentis de glace. Une autre vague de tristesse m'étreignit le cœur et sans me rendre bien compte de ce que je faisais, je commençai à lécher cette main, fleur de beauté, de témérité et de charme. Titre: Les échasses rouges. Auteur: Éric Pouille-Barré. Je vais vous résumer le début de l'histoire. Dans une ville appelée Marécume, les maisons sont perchées au-dessus d'une rivière. Les habitants ont des échasses pour traverser cette rivière. Un des habitants, Léopold, a les plus grandes échasses. Et il a comme ami une pie. Tous les habitants doivent préparer la fête pour la longue nuit de l'hiver. Ils mettent leurs plus belles parures et prennent leurs échasses ornées de boules lumineuses.
Ce jour-là, la pie se rend à la fête, mais pas Léopold qui se demande pourquoi son ami n'est pas venu le chercher. Mais tout d'un coup, le bois utilisé pour alimenter le feu tombe à l'eau. Léopold alors eut l'idée de couper ses échasses pour faire du bois afin de rallumer ce feu. Je vais vous lire la suite du livre. Mais soudain, une odeur de fumée s'infiltrant par les soupiraux pénétra dans les maisons. Les habitants, étonnés, sortirent un à un et gagnèrent la place des lagunes. Un feu dansant immense et chaud les attendait. La chaleur qui s'en dégageait n'avait jamais été aussi douce. Elle gagna vite toutes les rues de la ville. Joignant leurs mains, frappant l'eau en mesure avec leurs échasses, les habitants se mirent à danser. Celui qui riait le plus fort avait des échasses si petites qu'il dépassait à peine les flots. Il était éclaboussé par les clapotins des danses. Les habitants stupéfaits le reconnurent. C'était Léopold. Il avait sacrifié le bois précieux de ses échasses, le bois solide et si droit du peuplier rouge, pour allumer le feu de la grande fête. On raconte qu'il flamba pendant 70 nuits. Aujourd'hui encore, dans tout Marecum, on se souvient des incroyables échasses rouges. Sur la place des Lagunes, leur braise chaude toute l'année, et Léopold au ras des flots et à jamais le plus grand dans le cœur des habitants. Le livre que je vais vous présenter s'intitule L'homme bonsaï de Fred Bernard et François Roca. En fait, c'est l'histoire d'Amédée le potier, un homme qui voyageait sur la mer de Chine quand il se fait attaquer par le capitaine Strock, un pirate. Un jour, il est choisi souffre-douleur du capitaine et un jour on l'accuse d'avoir tué le quartier-maître et il est abandonné sur une île où quelque chose lui tombe sur la tête et qu'il n'arrive pas à enlever. Je vais vous lire un passage pour vous dire ce qui lui est tombé sur la tête. Perdu en mer de Chine, seul sur un rocher que surplombait un arbre colossal, je me mis en quête du ravitaillement. Je trouvai une source claire, dénichai des oiseaux et pêchai des ormeaux. De bateau à l'horizon, point. C'est sans compter l'arbre. Un jour que je passais sous l'arbre géant de mon île, quelque chose tomba dans mes cheveux collés par le soleil et le sel. Je glissai mes doigts dans ma tignasse et continuai mon chemin. Je cherchais du bois mort pour allumer le feu que j'allumais chaque soir. À la nuit tombée, quelque chose s'était incrusté dans ma tête. Quelque chose que je ne pouvais retirer de mon cuir chevelu sans faire couler le sang. Je grattai cette petite bosse que je pris d'abord pour une écharde. Le lendemain, une graine avait germé et une plante minuscule déployait 2 feuilles. J'essayai de l'arracher avec la lame de mon couteau. En vain. De mes ongles noirs s'effeuillait la mauvaise herbe, mais elle repoussait toujours plus vigoureusement. Tout ce que je mangeais semblait nourrir la plante. Le petit arbre prenait rapidement possession de mon crâne et faisait courir ses racines sous ma peau. Un à un tombèrent mes poils, mes cils, mes sourcils et mes cheveux. Et seul se dressait sur ma tête nue cet arbrisseau qui me faisait de l'ombre et des désagréments. Comme habité par un ver solitaire, je me voyais maigrir, malgré de solides repas. Plus je mangeais, plus l'arbre grandissait, et plus je faiblissais. À bout de force, j'essayais encore et encore avec mon couteau de couper l'arbre, d'extraire ses racines qui gagnaient à présent mon cou et ma nuque. Je m'effondrais inanime.